C'est la seconde partie de l'Africa Newsroom et nous sommes toujours en compagnie de notre invité Jean-Marie Bitomo, économiste, de Gemal Taleb et Alfred Chango, nos éditorialistes. Cette semaine, le renouveau aérien est au cœur de votre émission. Voici donc le dossier du jour. Un dossier qui revient sur les grands chantiers dans ce secteur prometteur. De plus en plus de compagnies internationales desservent les grandes capitales du continent africain. Les compagnies locales se développent d'ailleurs en parallèle. Des projets de compagnies régionales sont toujours à l'étude. Que représente aujourd'hui le continent dans le domaine aéronautique? Comment le ciel africain doit-il se préparer pour l'avenir? Élément de réponse avec Guillaume Durand. Selon Tony Tyler, le président de l'IATA, l'Association internationale du transport aérien, le potentiel de l'aviation n'est nulle part plus important que sur le continent africain. Les possibilités de développement y sont immenses puisque l'Afrique ne représente à ce jour que 3 à 4% du trafic aérien mondial. La stabilisation de la situation politique dans de nombreux États ainsi que l'essor continu des économies africaines sont autant d'indices quant au devenir du secteur aérien sur le continent. 10 années de croissance soutenue ont eu un impact conséquent sur l'aviation africaine. Le secteur emploie 6,7 millions de personnes en Afrique et a engendré près de 70 milliards de dollars de bénéfices en 2012. De plus en plus de compagnies internationales décident de multiplier les vols à destination de l'Afrique, tandis que les compagnies nationales et intercontinentales se développent à une grande vitesse. Quels sont pour l'Afrique les enjeux liés à ce secteur et comment permettre au continent de continuer à développer son aviation ? Acteurs du secteur aérien africain et international s'accordent pour dire que l'avenir de l'aviation est en Afrique. Le trafic sur le continent ne cesse de croître, près de 8% en 2013. Et d'ici 2030, ce sont quelques 150 millions de passagers qui devraient transiter par l'Afrique, contre un peu moins de 70 millions aujourd'hui. Pour réaliser leurs ambitions dans ce domaine, de nombreux pays africains investissent dans le développement de leurs infrastructures aéroportuaires afin de les rendre modernes et conformes aux standards internationaux. Nous voulons faire du tourisme le second secteur après l'agriculture contributif au produit intérieur brut. Nous avons un objectif de 1,5 million de touristes à l'an 2016. Tout ceci étant, évidemment, il fallait trouver les moyens d'atteindre ces objectifs-là et c'est la création d'un nouvel aéroport qui aura une plus grande capacité. Le programme de modernisation du secteur aérien se poursuit chaque année avec la politique de la municipalisation accélérée. Brazzaville reste le symbole de cette politique. Notre ville capitale bénéficie désormais d'un aéroport moderne à la hauteur des ambitions qui sont les nôtres. Au développement des infrastructures vient s'ajouter une volonté de renforcer la sécurité du transport aérien en Afrique. En 2014, plusieurs dizaines de transporteurs africains figurent toujours sur la liste noire des compagnies aériennes établies par l'Union européenne. C'est en Afrique qu'il y a le nombre le plus élevé de cas d'accident. Donc la sécurité en Afrique pose problème. La sécurité du transport aérien pose problème. Donc il est question donc que nous mettions en place les règles que nous allons obliger et les compagnies aériennes et les fournisseurs de services de navigation aérienne comme la SECNA à appliquer afin de réduire ce niveau d'insécurité qui caractérise le transport aérien en Afrique. Avec l'avènement du président Macky Sall, qui a tenu à mettre en place une politique aéroportuaire digne de ce nom, des instructions nous ont été données pour permettre à Dakar de remplir les conditions et les normes de fonctionnalité pour permettre à cet aéroport aujourd'hui, en termes de sûreté et de sécurité, d'être aux normes. Une stratégie politique qui porte ses fruits puisqu'elle permet une multiplication des vols, qu'ils soient nationaux, continentaux ou internationaux. Surtout, les liaisons entre les pays sont aujourd'hui plus nombreuses et il est de moins en moins nécessaire de multiplier les étapes pour se rendre d'un pays à l'autre, même si des efforts restent à faire dans ce domaine. Quand vous venez en Guinée équatoriale en provenance de Dakar, il faut faire un triangle en passant par Addis Abeba pour arriver à Malabo. Ce n'est pas logique. Nous devons avoir un signe réel de ce que sera cette compagnie. Elle servira à couvrir cette nécessité de se déplacer parce que dans notre communauté, nous avons plus ou moins 50 millions de personnes qui se déplacent. La création de lignes intercontinentales et vers le reste du monde implique bien évidemment des investissements encore plus importants.
mais également la formation de plus en plus de personnel qualifié. Autre outil au service de l'Afrique, de possibles partenariats entre les compagnies. Car c'est bien là que se situe l'un des principaux obstacles à un essor encore plus important et plus rapide du secteur aérien africain. Il existe de plus en plus de compagnies aériennes, trop selon certains observateurs, ainsi qu'un certain protectionnisme des États. Et la compagnie continentale Air Afrique a mis la clé sous la porte en 2002. Malheureusement, nous avons laissé mourir cet instrument extraordinaire d'intégration africaine qu'était Air Afrique. Nos États continuent à croire que chacun devrait avoir pour son ego sa compagnie nationale qui n'a aucune chance de prospérer. Si vous regardez pratiquement une compagnie qui fait plus de 3 ans en Afrique de l'Ouest, est déjà considérée comme performante. Le principal problème aujourd'hui, c'est que c'est difficile pour une compagnie aérienne africaine en l'absence de législation commune entre les États. Cela bloque l'expansion de ces compagnies et le développement du secteur. Il faut le réguler par rapport aux réalités du continent et non par rapport aux grosses compagnies mondiales comme Emirates ou KLM. Il n'existe pas, en dehors de certains transporteurs sud-africains notamment, de véritables compagnies aériennes continentales. Il faut créer une législation, développer des alliances et non plus avoir dans chaque pays une petite compagnie nationale. Autre aspect primordial, l'attractivité grandissante de l'Afrique pour les compagnies internationales qui accélèrent le développement du secteur sur le continent. La desserte extérieure de l'Afrique est en effet en pleine expansion et nombreux sont les transporteurs à intensifier leur vol vers le continent. J'exhorte et encourage les responsables de compagnies aériennes à venir en Afrique, particulièrement les transporteurs à faible coût. Une invitation qui s'adresse également aux compagnies qui travaillent déjà avec le continent. L'Afrique est en pleine croissance. Il est important de bénéficier de transports sûrs et efficaces. L'avenir est africain. Les compagnies européennes observent aujourd'hui un leadership sur les vols vers l'Afrique, une stratégie au service de la bonne santé économique de certains opérateurs. L'image de l'Afrique est en train d'évoluer, de changer très favorablement et très positivement. Je pense que le fait que Corsair vienne, c'est un signe aussi très positif, parce que le fait qu'une nouvelle compagnie desserve et s'implante, je crois que ça peut être aussi un facteur d'accélération et de déclenchement. Les gens à travers le monde voient l'Afrique différemment. Quand on voit en tout cas le taux de croissance économique de la Côte d'Ivoire cette année, une perspective avec 2 chiffres l'année prochaine, je crois que tout ça est très encourageant, donc nous on veut s'inscrire dans ce développement. Mais depuis 2002, d'autres lignes se sont ouvertes. Près de 100 liaisons directes ont ainsi vu le jour entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Nous pensons qu'il y a un potentiel au Congo, dans les 2 Congos et aussi dans le reste de la sous-région pour transporter des commerçants ou des touristes, des personnes qui sont de passage aussi pour aller continuer en Asie ou alors des personnes qui vont à Dubaï pour faire des achats, etc. On pense que le potentiel est grand. Le renouveau de l'espace aérien africain est donc en marche et son potentiel semble infini. Les bénéfices à en tirer pour le continent sont nombreux. Développement économique, tourisme, gain de temps, emploi et bien sûr croissance. Les États africains en sont conscients. C'est pourquoi ils font aujourd'hui du développement de leurs infrastructures, du renforcement de la sécurité et de la formation d'un personnel qualifié des priorités. Mais les partenariats entre les pays et la création d'une législation continentale semblent être nécessaires pour accélérer ce processus. Alors, plusieurs problématiques, effectivement. Jean-Marie Bitomo, on va commencer par cette déclaration qu'on a entendue au début de ce reportage de Tony Tyler, le président de l'IATA. Le potentiel de l'aviation n'est nulle part plus important que sur le continent africain. Vous êtes d'accord avec cela? Tout à fait d'accord. C'est la première idée, c'est-à-dire qui sort quand on fait l'analyse du transport aérien dans le monde entier. Effectivement, l'Afrique, c'est le continent dans lequel vous avez la croissance la plus élevée. Donc ça veut dire à terme, l'Afrique va attirer énormément d'investisseurs. En attirant ces investisseurs-là, il faut, comment dirais-je, des compagnies aériennes pour acheminer tous ces gens-là du monde entier vers l'Afrique. Donc ce qui fait que, au fil du temps, le trafic va augmenter. C'est la raison pour laquelle, dans la plupart de mes interventions ici, j'insiste toujours sur l'aspect infrastructure. Donc, les enjeux en Afrique, si vous voulez, concernant le secteur aérien, sont sous 3 contraintes. La première contrainte, c'est la contrainte technique. Cette contrainte technique-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on forme le personnel que nous n'avons pas sur place. Ce personnel-là, c'est le personnel, si vous voulez, technique au sol. Des gens qui vont s'occuper de la maintenance des avions et des équipements aéroportuaires. Et dans un second temps, on va passer au PNC, personnel navigant de cabine et tout ce que vous voulez. Ensuite, vous avez la dimension financière. La dimension financière est laquelle? C'est que les investissements sont tellement lourds que
Aujourd'hui, on se pose la question de savoir, est-ce que les pays africains indépendamment sont capables de pouvoir monter des compagnies aériennes de manière autonome? Point d'interrogation, quid de ça, puisque les investissements sont énormes et lourds dans l'aéronautique. On voit des compagnies aériennes naître de jour en jour, chaque jour, et d'ailleurs on voit aussi des infrastructures aéroportuaires être construites pour être aux normes internationales. Je suis d'accord avec vous, Marie-Angèle, mais le problème maintenant, c'est l'effort à faire. L'effort à faire, c'est-à-dire nous dépendons de l'extérieur. C'est ça la question. Est-ce qu'il faut que chaque pays, je me tourne vers vous, Gemal, ait une compagnie aérienne pour qu'ensuite il y ait effectivement des accords, des alliances, ou vous pensez que directement il faudrait sauter cette étape et aller directement aux alliances pour être plus actif et rentrer dans le vif du sujet? Il y a la réalité des choses, il y a le constat qu'on peut avoir et il y a mon avis personnel. La réalité des choses, elle est de monter un devis assez clair. C'est que vous montez une compagnie quand vous avez des passagers potentiels, une classe moyenne capable de voyager et les infrastructures nécessaires pour que les avions décollent, atterrissent. Je crois qu'en Afrique aujourd'hui, ces éléments-là sont réunis. Il n'y a plus vraiment de problème. La deuxième chose, c'est le constat, c'est qu'il y a un réel engouement pour le ciel africain. Seulement, cet engouement-là, aujourd'hui, ne profite pas aux Africains, il profite aux autres. Je regardais en préparant cette émission... Sauf dans le cas peut-être de la Royal Air Maroc ou oui, mais que la première, quelle est la grande compagnie, c'est Air France, en Afrique francophone. Oui. La deuxième grande compagnie, c'est Emirates. On me dit même que Ryanair, en préparant cette émission, tend à être parmi les 10 premières sur le continent africain. C'est-à-dire qu'il profite et il profite aux autres. Quand Air France va dans n'importe quel pays d'Afrique, elle ne le fait pas pour le bonheur des Africains, elle le fait parce qu'elle gagne de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent à gagner. Et donc, à partir de là, il y a des choix. Et c'est là mon avis. C'est que où les États portent les compagnies aériennes, où ils se disent, ce n'est pas le rôle d'un État de porter une compagnie aérienne, je fais partie de ceux qui le pensent. Et à ce moment-là, on essaye d'ouvrir le marché, de laisser les professionnels du domaine le faire. Des professionnels, alors? Des professionnels et des professionnels africains? Absolument, africains, évidemment. Dans ma tête, ça ne peut être que des Africains. Mais le patron d'une compagnie aérienne me disait il n'y a pas longtemps qu'il y a un problème de taille critique. Il me dit, moins de 50 millions d'habitants et de 15 appareils, une compagnie n'est pas viable. Et donc, des pays comme le Gabon, la Guinée équatoriale... C'est ça. Et donc tous ces pays-là ont besoin de se regrouper pour faire une compagnie. Mais je vois que le regroupement commence à faire son petit bonhomme de chemin. Je vois que Air Sahel est en train d'être lancé, le Mali, la Mauritanie, le Niger. Ah non, l'acte constitutif est fait. Oui, mais bon... C'est-à-dire que la volonté est là et ils sont, me dit-on, actuellement en négociation pour voir le statut qu'ils vont donner à cette compagnie. Mais vous savez, depuis des années, la volonté, par exemple, pour mettre en place Air CEMAC est là. Hein. Ah oui, non, mais c'était mon deuxième point, et c'est ce que j'allais dire, justement. Mais je maintiens mon premier point. Mon premier point, c'est que ça s'est fait il y a quelques semaines, et ils sont déjà en réunion technique pour avancer. C'est-à-dire que, en tout cas, je ne peux pas m'imaginer que la volonté n'y est pas. Et il y a évidemment le cas, vous l'avez dit Marie-Angèle, d'Air CEMAC. Et évidemment, la difficulté est là. Air CEMAC rencontre la difficulté de la volonté politique des États eux-mêmes de la faire. J'ai vu en préparant cette émission qu'ils voulaient prendre 30%, c'est pas mal, mais même les 30% qu'ils veulent prendre, ils ne les dégagent pas. Et donc, mon avis personnel, c'est qu'il y a aujourd'hui un patronat africain qui, il faut que ça dépasse les États, un seul État, il faut que ça se fasse sur 5, 6 à 10 États, capables de porter ce projet. Les banques, vous avez un problème d'investissement, les banques financent ce genre d'outils. Il y a des banques d'ailleurs dédiées spécialement à ça. Les compagnies aériennes le suivent. Après, ça se posera donc la deuxième chose. C'est quoi? C'est l'aspect technique. Il faut s'appuyer sur une alliance solide. Star Alliance, j'ai vu que Ethiopian Airlines en font partie, ça marche pas mal. Et il faut trouver un partenaire technique de référence dans un premier temps. Après, pour ce qui concerne donc la difficulté que vous évoquez à propos de la main-d'œuvre, je n'ai honnêtement pas trop de soucis là-dessus. Pourquoi? Parce que Ethiopian Airlines marche très bien, marche avec des Éthiopiens. Kenyan Airlines marche uniquement avec des Kenyans. C'est d'ailleurs que la main-d'œuvre existe, ça veut dire que la possibilité de créer existe. Et j'ai regardé, juste un dernier point et je finis, le nombre de chômage chez les pilotes de ligne africains, il est assez important. C'est d'ailleurs que même du côté du personnel navigant, on n'a pas trop de soucis. Effectivement, alors Alfred, quelle est votre position sur toutes ces questions? Parce qu'on a soulevé plusieurs questions. Alors on a effectivement soulevé cette idée, s'unir pour pouvoir créer des compagnies régionales qui pourraient justement répondre aux attentes de la population. Il y a toujours effectivement le spectre de l'échec d'Air Afrique qui plane lorsqu'on veut
créer une compagnie régionale, sous-régionale ou continentale? Deux choses. Bon, je souscris un peu en gros à tout ce qui vient d'être dit. Mais je voudrais distinguer deux choses. La première, le trafic à l'intérieur des États et la possibilité d'avoir des compagnies nationales ou privées qui peuvent desservir l'intérieur du pays, donc du territoire national. Et là, la question des aéronefs ne se pose pas de la même façon qu'au plan international, où il faut des gros porteurs qui coûtent extrêmement cher et qui nécessitent beaucoup d'entretien. Au fond, il y a une époque où, effectivement, les compagnies nationales ont fait florès partout en Afrique. Cameroun Airlines, Air Zaïre, Air Gabon, Air Sénégal, etc. Toutes ces compagnies d'État ont fait faillite. Ont fait faillite complètement parce que, justement, non-maîtrise de la politique aérienne par ces pays. Mais aussi de la mauvaise gestion aussi. Bien sûr, ça fait partie. Mais ça n'est pas seulement... Les abus... tout à fait, il y a toute une série de choses qui entrent en ligne de compte. Mais ça n'est pas seulement, justement, les États africains qui ont eu des difficultés. Pour ceux qui ont mon âge, qui se souviennent encore à l'époque de la Pan Am, qui était la très grande compagnie aérienne américaine, qui a disparu, qui est l'une des premières compagnies à disparaître dans le monde. Ça avait été un choc terrible. Puis la faillite de Swissair, de Sabena, etc. Ça veut dire effectivement que la crise est passée par là aussi. Donc du coup, j'en viens à mon deuxième point. Effectivement, le ciel africain, il appartient aux pays africains, mais il appartient à tout le monde. Ce qui signifie que, à tout le monde, puisque nous sommes dans un monde mondialisé, nous ne sommes pas un village. Mais justement, ce que Gemal disait tout à l'heure, c'est que pour l'instant, les Africains ne profitent pas de leur ciel ou des revenus tirés de leur ciel. Non, je ne suis pas d'accord avec. Je ne suis pas d'accord avec Gemal sur ce point-là. Que les compagnies étrangères, aujourd'hui Air France ou SN, la Société nationale belge, aujourd'hui profitent du ciel africain, moi ça ne me dérange pas parce qu'ils paient des droits des taxes d'aéroport. Et puis, l'autre fait important, c'est qu'ils transportent des Africains. Ils les amènent en Afrique, qui vont là-bas pour des vacances, pour moult raisons. Donc, les Africains, l'Afrique gagne dans cette histoire-là, même si... Gagne bien peu, Alfred. Les Africains ne sont pas capables d'avoir leur propre compagnie, de se déplacer entre leurs pays. Marie-Angèle, il faudrait de la transparence, justement, puisque c'est là l'autre point, c'est-à-dire que les États africains ne sont pas transparents aujourd'hui dans cette affaire-là. La troisième chose que je voudrais... on tire bientôt à la fin de ce débat, donc je voudrais votre avis, parce que je vous voyais et vous souhaitiez réagir. Par rapport à ce que Alfred vient de dire, vous avez deux dimensions, effectivement. Vous avez la dimension internationale et vous avez la dimension nationale. Mais le problème qui se pose dans les compagnies africaines, c'est un problème, comment dire, de gestion d'abord. C'est-à-dire, quand on crée une compagnie aérienne, chez nous, en Afrique, il y a une notion qui est relativement importante qu'il ne faut pas négliger dans la gestion. C'est ce qu'on appelle, quand vous montez un projet industriel, vous calculez en amont ce qu'on appelle le coût global de possession. Le coût global de possession, c'est-à-dire on oublie ça à chaque fois. Dans les États africains, nous avons pris, comment dirais-je, l'habitude. Dès qu'on monte une compagnie, on se dit qu'elle va rouler toute seule. Exactement. Elle va rouler toute seule. L'aspect gestionnel, on la met de côté, Marie-Angèle. Donc, ce qui veut dire qu'on fait qu'accumuler des déficits dans l'OTAN. Tout simplement pourquoi la plupart de ces compagnies-là, d'ailleurs, ont été fossoyées, on parlait d'Air Afrique là tout à l'heure, ont été fossoyées par qui? Par les États eux-mêmes. Absolument. Donc, à partir de là, la dimension dont parlait Gemal là tout à l'heure en nous disant que bon, il y a suffisamment d'Africains. Pour moi, il n'y en a pas suffisamment. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous regardez le nombre, bon, dans le domaine aéronautique, le nombre d'Africains qui exercent là-dedans. On peut avoir dans des pays qui ont fermé des compagnies aériennes, vous avez 2, 3, 4 équipages qui essaient d'aller trouver du boulot dans un autre pays, mais sauf que les Africains, en termes de maintenance, si vous voulez cette maintenance-là, on l'a pas. On l'a pas, je suis désolé. Donc à partir de là,
c'est le nœud gordien, si vous voulez, de l'industrie aérienne. C'est la formation technique au départ. Le reste, ça vient par la suite. Merci à vous, Jean-Marie Bitomo. Nous arrivons au terme de ce débat. Nous allons rappeler les principales informations que nous avons traitées en première partie d'émission. 2 attaques attribuées à la secte Boko Haram ont fait de nombreuses victimes ce week-end au Nigeria, malgré l'offensive de l'armée. Le pays reste quasiment impuissant face aux offensives de ce groupe. Abdou Diouf, le secrétaire général de la francophonie, a rencontré le président burkinabé Blaise Compaoré ce dimanche à Ouagadougou. Il a notamment remercié le chef d'État pour le rôle qu'il a joué dans la médiation de plusieurs conflits sur le continent africain. Dans quelques instants, la 3e partie de l'Africa Newsroom. Restez avec nous. À tout de suite.